12 provinces sur 45 menacées par l'insécurité alimentaire. Le gouvernement joue la carte de l'anticipation. Un plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire a été adopté en Conseil des ministres ce mercredi. Les enseignants vacataires crient à l'injustice. Ils dénoncent des ruptures abusives de contrats avec les établissements scolaires. Mais ce qui déclenche leur courroux, c'est surtout le silence du gouvernement. L'exécutif a promis un accompagnement qui tarde à venir. Le combat contre le racisme aux États-Unis. Dans ce 19h30, le regard d'un Américain qui a tout abandonné pour s'installer au Burkina Faso avec toute sa famille. Le rappeur afro-américain Biga Figa, installé au Faso depuis janvier dernier, est choqué par la mort de George Floyd. La violence policière, il en sait quelque chose. Bonsoir et bienvenue à tous. 12 provinces dans une situation extrêmement délicate, une situation de crise alimentaire qui menace une partie du pays. En Conseil des ministres de ce mercredi, le gouvernement annonce une assistance alimentaire aux plus vulnérables, un soutien à la production agricole et un appui à la production animale. On écoute le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danjiro. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, nous avons adopté le plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition pour l'année 2020. L'analyse de la vulnérabilité alimentaire fait ressortir en situation projetée juin-août ce qu'on appelle la période de soudure, 16 provinces qui seraient dans une phase 2, c'est-à-dire sous pression, et 12 provinces qui seraient donc dans une situation extrêmement délicate, une situation donc de phase de crise, si aucune intervention n'était faite à ce niveau-là. Les mesures donc ont été prises à travers ce plan et ça vise donc l'assistance alimentaire des personnes vulnérables, le soutien à la production agricole et le soutien à la production animale, ainsi que la prévention et la prise en charge de tout ce qui est enfant de moins de 5 ans en termes de malnutrition et le soutien à l'approvisionnement en eau potable. Au titre du ministère donc, de la Santé, nous avons adopté la politique et le plan stratégique multisectoriel nutritionnel. Ce document de politique nationale a pour objectif d'améliorer l'état nutritionnel des populations à travers la mise en œuvre d'interventions sectorielles sur 5 axes stratégiques. Il s'agit donc de réduire la sous-nutrition, de réduire les carences en micronutriments, de renforcer la lutte contre la surnutrition et les maladies chroniques non transmissibles liées à la nutrition, de renforcer la sécurité sanitaire des aliments, mais également d'améliorer la gouvernance en matière de nutrition. Nous avons également, toujours au titre donc, du ministère de la Santé, adopté donc le principe de l'extension nationale de la gratuité de la planification familiale. Le gouvernement qui est appelé à la rescousse, les enseignants vacataires qui broient du noir depuis la suspension des cours invite l'exécutif à mettre en œuvre sa promesse d'accompagnement du secteur. La coordination nationale des enseignants du privé dénonce également des ruptures abusives des contrats qui seraient la cause de leur galère. Archimède Boy. Les enseignants vacataires crient à l'injustice face à ce qu'ils qualifient de suspension abusive de contrats. Selon eux, les promoteurs des établissements d'enseignement privés profitent de la crise sanitaire pour mettre leurs employés à la porte. Pendant ces temps, les ruptures et suspensions de contrats s'opéraient chaque jour. Sous le prétexte fallacieux de force majeure, ils font du corona business sur le dos des travailleurs. Et dans le même temps, ils ont le courage d'aller dans les médias pour dire qu'ils portent la charge des travailleurs. Saisis d'insouciance et d'abus sur les travailleurs, il y a des proviseurs et directeurs d'établissements publics qui l'ont pratiqué. C'est pourquoi cette organisation exige le maintien des contrats des agents engagés comme permanents par les 10 établissements dans la période de fermeture et le paiement régulier de leurs salaires. La régularisation des arriérés de paiement constatés dans certains établissements. À propos des mesures d'accompagnement du gouvernement pour les enseignants vacataires, la coordination dit n'avoir rien reçu. Rémi Fulgence Danjiro, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, avait laissé entendre au cours d'un point de presse qu'il est prévu des mesures d'accompagnement pour les vacataires des établissements d'enseignement privés.
Cette annonce a été faite avant même la création de notre coordination. Mais le 15 mai, nous avons rencontré le ministre de l'Éducation nationale et il n'a jamais été question d'un fonds disponible pour soutenir les enseignants vacataires. Néanmoins, il a reconnu que les vacataires doivent être accompagnés pour une bonne reprise des cours. Il a même promis de voir le ministre des Finances et nous revenir. Voilà pourquoi nous sommes étonnés que le même ministre Ouaro dise sur un média de la place qu'il n'a aucun engagement avec les vacataires. C'est pourquoi cette coordination souhaite un accompagnement du gouvernement à travers une allocation pour toute la période où les établissements scolaires sont restés fermés pour cause de Covid-19. Chez les acteurs du showbiz également, les temps sont durs du fait de la Covid-19. Mais très vite, les initiatives de résilience sont développées. C'est le cas du live confiné. Tout se passe pratiquement sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook du promoteur de l'initiative, l'animateur radio-télé Daouda Sané. Il reçoit les artistes burkinabés qui revisitent en live leur répertoire au grand bonheur des internautes mélomanes. Présentation du concept avec Roméo Kuita. Alif, 2020, c'était quand même la sortie de ton album. Ah ouais. Et le monde fin mars. Fin mars. Et surtout, le monde de la culture a été frappé en plein fouet dès le début. Ben oui. Avec C'est d'abord ça le live confiné. Les entretiens à bâton rompu avec l'artiste. On parle de sa carrière, de l'actualité du showbiz. Le tout dans une ambiance détendue. En même temps. Ouais, sinon, vraiment, c'est compliqué. 2020. Et puis il y a le plat de résistance, le live. Moment de communion entre l'artiste et ses fans. Une quinzaine de minutes durant, il revisite son répertoire au grand bonheur des internautes qui le suivent en direct depuis la page Facebook de l'animateur qui compte des milliers de followers sur ce réseau social. La pandémie de la Covid-19 a éloigné les artistes des mélomanes. Alors, Daouda Sané et ses collaborateurs ont trouvé la parade pour renouer ce lien, fut-il virtuel. Une manière d'accompagner les populations privées de loisirs depuis plusieurs semaines à retrouver les plaisirs de la scène, tout en restant chez elles. On sait ce que les réseaux sociaux représentent dans notre société. Alors on s'est dit que le faire sur les réseaux sociaux, c'est encore plus proche des gens parce qu'ils interagissent notamment dans le programme, mais surtout que c'était aussi inédit de pouvoir réaliser une chose pareille parce que au final, c'est une émission comme on peut regarder à la télévision, mais qui se passe que sur les réseaux sociaux, mais surtout qui se passe en acoustique. Et c'était aussi l'occasion pour nous de mettre en valeur ce pan de nos artistes et qu'on ne voit pas forcément. Les internautes réagissent en direct sur la plateforme depuis plusieurs pays. Une véritable vitrine ouverte sur l'international pour les artistes burkinabés. Mais ce qui est vraiment énorme, c'est de voir la réaction de certaines plateformes étrangères qui partagent pendant que ça ne se fait pas chez nous. C'est paradoxal, mais on voit des plateformes étrangères qui partagent nos lives, donc ça nous donne encore plus de visibilité. Vous imaginez un artiste burkinabé qui joue et une plateforme étrangère qui partage, vous voyez, c'est une visibilité dans ce pays. C'est comme si on jouait au Burkina et on jouait ailleurs à la fois. C'est toute la sympathie des réseaux sociaux. Les 12 numéros déjà enregistrés ont cumulé près de 300 000 vues. Une dizaine d'artistes burkinabés, et pas des moindres, sont passés dans ce studio depuis le début de l'initiative. Je connais Wada comme ma poche, pour moi elle vaut l'or, de ma ville, je suis l'or, je ne peux pas payer ça donne. Au regard du succès de l'événement, les organisateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Live confiné pourrait continuer après le coronavirus. Mais en attendant, dès la semaine prochaine, Daouda Sané et ses collaborateurs mettent le cap sur Bobo Dioulasso.
Belle initiative de résilience dans la culture et dans bien d'autres secteurs, mais elles sont loin d'amoindrir le choc causé par la pandémie sur l'économie nationale. Les objectifs de développement du Burkina Faso sont contrariés. La mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social, est impactée négativement. C'est l'axe 3 qui est frappé de plein fouet, des employés menacés, des recettes fiscales en baisse, le taux de croissance économique impacté. Bref, c'est la dernière année de mise en œuvre du référentiel national de développement qui prend un coup. C'est le résultat d'une étude menée par le CEDAM, le Cercle d'études Afrique-Monde. Juliette Tougouri, Rémi Lambert-Nébier. L'axe 3 du plan national de développement économique et social PNDS est celui qui va subir ou qui subit plus le coup de la pandémie de la Covid-19 selon le CEDAM, le Cercle d'études Afrique-Monde. Les mesures de restriction et de riposte contre la pandémie ont eu un effet néfaste sur les emplois. Fermeture des marchés, couvre-feu, mesures de compression dans les entreprises. La crise de l'emploi n'est pas loin. Le taux de croissance de l'année 2020 est ramené à 2% au lieu de 7,7% annuel prévu par le PNDS. Il y aura des emplois décents à générer en moins, contre 50 000 prévus chaque année par le PNDS. La Covid-19 a également eu une forte incidence sur les échanges extérieurs du Burkina Faso. Les transactions entre les États sont un nœud capital pour les économies de nos pays qui sont interdépendants. Et si on arrête d'importer, par exemple, des matières dont on en a forcément besoin pour faire tourner notre économie, cela pose un problème. On a pu constater effectivement qu'il y a eu une certaine spéculation sur le prix de certains produits parce que simplement certains de ces produits sont des produits d'exportation. Et n'oublions pas effectivement que le fait que nous ne pouvons pas exporter du fait de la fermeture des frontières impacte nos activités économiques. Le PNDS est à sa dernière année de mise en œuvre et la Covid-19 est bien comptable du résultat à terme de ce référentiel du développement. Effectivement, il faut tenir compte de cet impact-là pour dresser le bilan du PNDS pour 2020. Et certainement, si l'année 2020 est impactée, cela peut avoir aussi des incidences par rapport aux prévisions du quinquennat des 5 ans de projection que le PNDS est fixé. Et à terme, effectivement, on pourrait faire ressortir jusqu'à quel niveau, par exemple, cette maladie-là a pu impacter non seulement le bilan annuel pour l'année 2020, mais aussi d'autres projections qui pouvaient s'étaler sur la durée. Cette pandémie n'est pas pour autant sans enseignement sur la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. L'axe 3 de ce référentiel, qui est de dynamiser les secteurs porteurs pour les économies et les emplois, est fortement recommandé par le CEDAM. L'accent devra être mis sur l'axe 3 de ce référentiel qui est de dynamiser les secteurs porteurs pour les économies et les emplois, selon le CEDAM. Il faut qu'on travaille à être de plus en plus résilient, ce qui passe par un renforcement de nos capacités endogènes en termes d'industrialisation, en termes de modernisation de nos secteurs productifs, en vue de ne pas être totalement dépendant des facteurs exogènes. Le deuxième enseignement également qu'on peut tirer, c'est qu'on peut essayer de moderniser nos mécanismes de fonctionnement en vue de tirer profit de la technologie qui permet effectivement le télétravail, par exemple. On peut également penser à réformer le domaine de la santé pour également tirer des expériences de nos compétences locales qui ont permis en tout cas de gérer les situations au temps de nos ancêtres, et on peut également tirer ces enseignements-là pour gérer cette situation-là. Il y a seulement 6 mois, le Cercle d'études Afrique-Monde est composé d'enseignants et d'enseignants-chercheurs qui se donnent pour objectif d'apporter des réflexions et des suggestions scientifiques aux questions préoccupantes touchant le Burkina Faso et l'Afrique en général. L'axe 3 du PNDS, beaucoup plus en difficulté dans sa dernière année de mise en œuvre. Avant cette période, les lignes ont bougé. Dans le secteur de l'énergie, par exemple, le village de Zamaïri, dans le Kénédougou, bénéficie du projet d'électrification par système solaire. Près de 440 bénéficiaires ont été équipés en kit. Coût global, environ 100 millions de francs CFA. Justin Dabiri pour les précisions. Regarder la télévision, boire de l'eau ou de la boisson fraîche, bénéficier de l'éclairage à domicile ou en public n'est plus un luxe pour les habitants du village de Zoumaïri. 438 ménages et un guichet ont désormais l'électricité grâce au projet d'électrification par système solaire. Le projet qui a été développé à Zoumaïri comprend des systèmes solaires de 3 types, un ensemble de 5 lampadaires solaires pour l'éclairage public et un bâtiment abritant les guichets. Vous savez que nous sommes à 8 km du Mali. C'est pratiquement le dernier village du Burkina avant d'arriver au Mali. Les symboles, c'est pour dire que
aucun village ne sera ignoré dans cette lutte pour pouvoir faire de telle sorte que l'énergie puisse être accessible à tous. Vous avez vu à Zoumaïri l'investissement qui a été fait. Pratiquement tous les ménages ont eu un kit solaire. La grande majorité ont un kit complet avec au minimum 4 luminaires, une télé, un ventilateur, la possibilité de charger que ce soit le téléphone ou la radio. Et vous avez vu aussi les lampadaires qu'il y a donc un peu partout au niveau donc, du village. Au-delà donc des solutions classiques d'électrification qui consistaient nécessairement à aller donc à travers les réseaux électriques Sonabel, nous imaginons des solutions qui sont assez originales en se basant sur notre réalité et je dirais sur les atouts du Burkina Faso pour apporter l'énergie aux populations. Donc ici à Zoumaïri, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes venus donc dans un village isolé apporter l'énergie à travers la technologie du solaire. La réalisation de ce projet porté par l'Agence nationale d'électrification rurale ABE a été financée par le Conseil de l'Entente et l'État burkinabé à environ 100 millions de francs CFA. Un projet qui vient changer la vie des bénéficiaires et c'est tout heureux qu'ils reçoivent leur kit d'installation solaire des mains du ministre de l'Énergie. Naturellement, vous voyez que c'est le dernier village avant d'arriver à la frontière du Mali. Comme le ministre l'a dit, nous sommes à 8 km de la frontière. Et des Maliens sont venus il y a environ 2 mois de cela, même ici, ils n'ont plus reconnu le village la nuit. Ils se demandaient s'ils s'étaient trompés ou quoi. C'était Zoumaïri parce qu'ils avaient bénéficié de l'accompagnement du ministère de l'Énergie, de ABE, et pour en tout cas vraiment changer la physionomie du village. Nous sommes très heureux. Quand il fait nuit, tout est éclairé. Si nous pouvons bénéficier de telles actions à l'avenir, nous en serons très reconnaissants. Je remercie le ministre pour ce qu'il a fait. Selon le ministre Bachi Ismaël Ouedraogo, cette réalisation entre dans le cadre du projet de société du président du Faso de faire de l'énergie en milieu rural un levier de développement. Environ 2500 personnes sont touchées par ce projet d'électrification par système solaire dans le village de Zoumaïri. Des nouvelles du budget programme dans ce journal. Cette approche adoptée par le Burkina Faso depuis 2018 et qui sert d'outil de programmation, de budgétisation et d'évaluation des programmes. Pour la gestion 2020-2021, des cadres de 10 ministères et institutions sont en formation. Il est question de mettre à niveau leurs connaissances sur l'opérationnalisation de cette initiative de gestion. Abdoulaziz Sarri. Ils sont des cadres burkinabés en charge de la gestion du budget programme. Venus de 10 ministères et institutions, ils mettent à niveau leurs connaissances sur l'opérationnalisation effective du budget programme au titre de la gestion 2021-2023. Cette séance de formation qui s'inscrit en droite ligne avec l'un des objectifs du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques PAGPS vise le renforcement du cadre harmonisé des dépenses publiques relatives au budget de l'État. L'objectif est de renforcer les compétences de ce cadre-là pour permettre une mise en œuvre effective de l'approche budget-programme. Ceci, donc, dans l'objectif de rendre plus cohérent le budget de l'État et prendre donc en compte les objectifs des différents départements ministériels et institutions, les résultats attendus de ces départements ministériels dans la mise en œuvre, dans la mise en place des moyens. La formation va durer 3 jours pour chaque ministère et institution. Elle mettra l'accent sur les attitudes et réflexes propres à la gestion d'un budget programme afin de mettre fin au déphasage entre les connaissances acquises des acteurs et leurs pratiques au moment même où ceux-ci sont dans le processus de préparation des avant-projets des budgets de leurs ministères et institutions. Et donc, nous allons regarder à l'intérieur des programmes comment est-ce qu'il est possible, en fonction de l'évolution de la situation, en fonction de ce qu'ils auront vu dans le Caneva, quels sont les découpages pratiques qu'ils pourraient faire et quels objectifs ils pourraient ajuster, parce qu'il faut le dire, en réalité, les programmes, ils sont déjà connus. On vous l'a dit, il y a déjà 4 ans que nous appliquons le budget programme. Nous sommes dans la 4e année, c'est depuis 2017. Donc, ce n'est pas que c'est des choses nouvelles, mais seulement nous, ici, en termes de valeur ajoutée, nous voulons susciter la réflexion avec les participants pour voir dans quelle mesure on pourrait davantage améliorer l'applicabilité du budget programme au niveau du Burkina Faso. Le plan de travail de cette session de formation se veut interactif. Les participants sont donc invités à jouer le rôle attendu d'eux avec toute la rigueur nécessaire pour une mise en œuvre réussie du programme.
C'était une curiosité pour bon nombre de Burkinabés. En janvier dernier, le rappeur afro-américain JTV Biga Figa s'installait avec toute sa famille définitivement au Burkina Faso. 6 mois après, son pays, les États-Unis, est secoué par des mouvements antiracistes suite à la mort de George Floyd. Loin des tumultes, quel regard porte-t-il sur ce crime jugé racial et qui ébranle depuis des jours le pays de la liberté? Rémi Lambert-Nébié est allé à sa rencontre. Installé au Burkina Faso avec sa famille depuis fin janvier, Joseph Thompson, alias JTV Biga Figa, rappeur afro-américain, suit de près l'affaire George Floyd. La colère sur les circonstances de sa mort a enflammé toute l'Amérique et même l'Europe. Le racisme est dénoncé partout dans le monde à travers des manifestations et JTV Biga Figa pense qu'il n'aurait pas été lui aussi à l'écart de ces manifestations s'il était toujours aux États-Unis. La stigmatisation des Noirs dans ce pays, symbole de la liberté, il en sait quelque chose. La mort de George Floyd était préméditée. C'est sciemment fait. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le policier, lui, se connaissait. Et ça a toujours été comme ça aux États-Unis. Depuis 400 ans, nous sommes victimes de ce racisme. Certains policiers nous traitent comme des animaux. C'est comme s'ils en avaient le droit. Les violences policières sur les Noirs aux États-Unis. Joseph Thompson en garde même un amer souvenir. Des cas de traitement raciste, on en vit quotidiennement. Je me souviens qu'une fois, j'ai eu affaire à des policiers. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont tapé à la nuque parce qu'ils me trouvaient trop bavard. Et c'était pour me faire taire comme ça. C'est désagréable à vivre. Désormais loin des traitements racistes, Joseph Thompson et sa famille disent profiter de la chaleur humaine au Burkina Faso. Leur processus d'intégration se passerait bien. I've always wanted to be, and now I have the opportunity to. Je voulais venir vivre en Afrique, donc ça facilite mon intégration. Je me sens très bien entourée et la vie me plaît ici. C'est un peu difficile avec la langue, mais j'apprends petit à petit le français. Je vais même apprendre le mori. Au début, les États-Unis me manquaient, mais petit à petit, je me suis persuadée que je suis au meilleur endroit et je veux y rester. Surtout avec ce qui se passe là-bas, rester ici, c'est mieux. JTV Biga Figa invite les Afro-Américains à faire le retour à la source comme lui pour profiter de l'hospitalité dont déborde l'Afrique. Ma famille et moi, nous sommes le témoignage que le retour à la source est la meilleure décision à prendre par les Afro-Américains. Je leur affirme que les Africains sont prêts à les accueillir et faire ce comeback. Ils seront mieux traités ici, en Afrique, comme ma famille et moi. À la jeunesse burkinabé, il préconise l'abnégation au travail dans tous les domaines afin de vaincre la pauvreté. Un album de 24 titres en collaboration avec des artistes burkinabés sera bientôt disponible dans les bacs à disques. Faso with power. We come to that hour. We gotta make that move. We building up the farmlands. We building up the schools. Et voilà, fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Agréable soirée et à demain.